Je vais vous parler aujourd'hui des services de production et de régulation des bioagresseurs dans les systèmes agroforestiers tropicaux, notamment au Costa Rica, et je vais vous présenter cela. Alors, l'idée de mélanger des espèces, elle n'est vraiment pas nouvelle, hein. On est en train de le redécouvrir de plus en plus, mais globalement, c'est connu depuis longtemps. Déjà, Darwin avait suggéré que dès qu'on mélangeait des espèces, on arrivait probablement à une production plus importante. Et plus récemment, dans notre équipe, on a fait une analyse de littérature assez récente, où on a regardé comment le LER, dont on a déjà parlé ce matin, notamment avec Christian, pouvait varier dans un grand nombre d'études. Donc globalement, on a retrouvé des choses qui étaient assez connues, comme le fait que ce LER était souvent supérieur à 1, donc ce qui prouvait que dès qu'on associait des espèces, on avait plutôt une tendance à avoir une production plus importante que lorsqu'on avait des monocultures. Alors ce qui nous intéressait, nous, c'est de voir comment ce LER variait avec la latitude. Et là, on a été surpris de découvrir qu'on avait une tendance à avoir un LER plus important lorsqu'on était dans des latitudes plus faibles, donc dès qu'on se rapprochait des tropiques. Mais alors, même les points ici, qui semblent assez bas pour des latitudes assez basses, sont en fait des zones d'altitude très hautes et des zones très sèches qui ne sont pas en fait représentatives de zones tropicales à des latitudes correspondantes. Donc, ce que ça suggérait, c'est que probablement, mais il y a déjà eu des pistes mentionnées ce matin, en zone tropicale, on peut s'attendre, en tout cas, probablement, à des effets importants de la diversité, et probablement, peut-être même plus importants qu'en zone tempérée. Alors, on peut se dire aussi que le fait d'avoir des phénomènes qui sont plus importants, ça peut aussi des modèles intéressants pour mettre en évidence les phénomènes qu'on va pouvoir tenter de mobiliser par la suite dans d'autres zones, comme les zones tempérées. Alors, en zone tropicale, on a une diversité de systèmes agroforestiers qui est vraiment énorme. Ça fait partie des cultures, du mode de culture traditionnel dans beaucoup de régions. Et quasiment toutes les cultures tropicales ont leur déclinaison en systèmes agroforestiers, que ce soit des cafés, des bananiers, des cultures annuelles, des cultures pérennes, semi-pérennes, etc. Alors, tous ces modèles peuvent être intéressants pour les cultures tropicales, bien sûr, mais également, ça peut suggérer peut-être des pistes d'amélioration des systèmes en zone tempérée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes agroforestiers dans une région qui s'appelle la région de Talamanca au Costa Rica, donc, qui se situe dans l'est du Costa Rica. C'est une région où on a des systèmes qui sont complètement biologiques, c'est-à-dire avec aucun intrant, chimique ou même organique, qui sont souvent basés sur deux cultures de rente principales, qui sont les cultures de bananiers et les cultures de cacaoyers. Alors ce sont des cultures qui font vivre des milliers d'agriculteurs dans une région vraiment très, très, très large. Alors, un des premiers services auxquels on pense dans ces services agroforestiers, c'est le service de conservation de diversité biologique. Alors ça, il est plus à démontrer. Il y a un nombre d'études considérables qui ont montré, et il suffit de se balader dans ces systèmes pour le voir facilement, qu'il y a une diversité biologique dans ces systèmes qui est vraiment énorme. Alors nous, dans nos études, on a eu l'occasion de retravailler notamment sur les communautés d'arthropodes, et lorsqu'on compare des systèmes agroforestiers avec des systèmes plus classiques juste à côté, on voit tout de suite une diversité et des abondances qui sont sans commune mesure entre ces deux types de systèmes. Alors, la diversité, la conservation de la diversité, c'est bien, mais la grande question, c'est est-ce que cette diversité ne se fait pas au détriment de la production? Alors, pour essayer de répondre à cette question, dans notre équipe, nous avons étudié un gradient de systèmes de culture, donc avec des systèmes agroforestiers hyper complexes, dans lesquels on a plusieurs dizaines de plantes cultivées, avec des dizaines d'espèces d'arbres, jusqu'à des systèmes plus simple, dans lequel on a une culture de rente, principalement des bananiers ou des cacaoyers, associés à quelques arbres, et avec tous les intermédiaires possibles. Alors dans ce gradient de système de culture, on a tout d'abord mesuré les performances du système, en mesurant déjà toutes les espèces qui étaient en présence, mais on a mesuré leur croissance,
et toutes les variables qui nous permettraient de comprendre comment la diversité pourrait jouer sur leur productivité. Donc c'est par exemple des variables climatiques, mais également la détermination de toutes les communautés qui sont associées à ce système. Ensuite, une des premières étapes, ça a été de voir comment est-ce qu'on pouvait transformer cette production en valeur marchande, donc en valeur marchande qui pourrait être au bénéfice, bien sûr, de l'agriculteur. Alors, ce qui est intéressant dans ces systèmes, c'est que ce sont des systèmes qui sont très stratifiés en termes verticales, avec des strates d'arbres qui peuvent être très hauts, avec ensuite des arbres qui sont plutôt des arbres forestiers. Ensuite, on a des arbres plus de type fruitier. Et ensuite, on trouve des strates avec les cultures de rente, les bananiers et cacaoyers. Et ensuite, on a une strate herbacée dans laquelle on peut avoir des plantes à usage médicinal, par exemple. Alors, tout d'abord, dès qu'on a regardé quelle était la relation entre la diversité végétale dans ces systèmes et le revenu que l'agriculteur pouvait attendre de son système. Alors, on a trouvé une relation positive, donc c'était intéressant. Ça suggérait probablement que potentiellement, en tout cas, l'agriculteur pouvait espérer un bénéfice de systèmes plus divers. Ensuite, on ne s'est pas arrêté là, on a regardé comment est-ce qu'on retrouvait des relations similaires lorsqu'on regardait les plantes des différentes strates. Alors, on a retrouvé une relation très proche pour les strates hautes, donc par exemple les strates d'arbres forestiers ou d'arbres fruitiers. On a des relations très proches avec une relation positive. Par contre, lorsqu'on a regardé cette relation avec les cultures de rente, donc les bananiers et les cacaoyers, on a trouvé une relation qui avait une tendance à être négative. Donc, ce qui suggérait que plus de diversité pouvait soutenir moins de bénéfices pour l'agriculteur. Alors, ceci dit, il faut temporiser, parce qu'on peut voir qu'il y a quand même pas mal de cas où on est à des niveaux de diversité élevés, mais avec des niveaux de production, des niveaux de revenus potentiels qui sont élevés. Ceci dit, cet ensemble de résultats suggère qu'on s'attend à avoir un fonctionnement qui est vraiment différent selon les strates, avec dans les strates les plus hautes, où on a une ressource lumineuse qui est abondante, on a plutôt de la complémentarité entre les espèces végétales, et dans les strates en dessous, où la ressource lumineuse est beaucoup moins importante, on a plutôt de la compétition entre les plantes cultivées. Alors, ok, cette première partie de l'étude nous a montré que globalement, on avait probablement des effets d'utilisation des ressources qui étaient vraiment importants à prendre en compte. Mais ce n'est pas les seuls effets. Il y a d'autres effets, notamment, il y a les cultures de rente, en tout cas, bananiers et cacaoyers, sont soumis à des fortes pressions de bioagresseurs. Alors par exemple, pour les bananiers, on a des maladies fongiques comme les cercosporioses qui attaquent les feuilles, et puis des ravageurs aériens et souterrains. Pour le cacaoyer, pareil, on a une maladie qui est une moniliose qui attaque les cabosses et qui provoque vraiment des pertes de récolte très, très importantes, jusqu'à 30-40% des cabosses qui sont perdues à cause de ces maladies. Alors, la biodiversité, notamment la diversité arborée, elle peut intervenir dans la régulation de ces bioagresseurs par divers mécanismes. Ça peut être déjà de la dilution des plantes hautes, et donc une baisse des inoculums dans les parcelles. Ça peut être de la variabilité de sensibilité des plantes cultivées, notamment des bananiers ou des cacaoyers. Ça peut être des variations de microclimat de la parcelle ou des feuilles, voire du sol. Et puis des effets physiques comme des effets barrières. Et enfin, la présence de diversité de niches écologiques qui vont pouvoir abriter des communautés d'arthropodes, de micro-organismes, qui peuvent être impliqués dans la régulation des différents bioagresseurs, ravageurs ou maladies. Alors, je ne vais pas pouvoir illustrer l'ensemble de tous ces mécanismes, mais juste quelques éléments. Alors, avec une collègue de l'UMR System, il a été remontré que dans des cacaoyères dans lesquelles on associe différents types d'arbres, les arbres qui étaient dans la même strate que les cacaoyers, donc par exemple des arbres fruitiers, avaient un effet barrière qui semblait vraiment intéressant, alors que les arbres qui étaient beaucoup plus hauts
avait un effet barrière qui était beaucoup plus faible. Donc on voit déjà que la position dans la strate de l'arbre joue sur le service qui peut être fourni par ces plantes. Alors, on a essayé de décortiquer un peu plus les mécanismes dans le cas des régulations de la maladie des bananiers, donc la cercosporiose noire. Donc, si on repart du cycle épidémique de la maladie, on a essayé de chercher comment on pouvait relier les différents éléments du système, donc les éléments en termes d'abondance ou de diversité des différentes plantes dans les différentes strates, aux différents mécanismes du cycle épidémique. Et alors, ce que nous avons montré, c'est que dans les plantes, la diversité, la richesse en fait, des plantes dans les strates inférieures à 5 mètres était corrélée de manière négative sur l'ensemble des processus qui étaient impliqués dans le cycle épidémique. Donc, par exemple, plus on avait de richesse, plus on baissait l'abondance de spores, plus on augmentait la durée d'incubation, donc ce qui a un effet dépressif sur la maladie, et plus on diminuait l'efficience d'infection. Par contre, il y a d'autres effets qui ne sont pas forcément aussi simples. Certaines autres strates, donc bien sûr comme la plante hôte, pouvaient jouer sur les sources d'inoculum. Alors ce qui a été très intéressant, et ça je vais y revenir plus tard, c'est que les pratiques culturales étaient également un levier hyper important qui pouvait compléter ou au contraire annuler certains effets de régulation liés à la diversité végétale. Et puis enfin, alors c'est une hypothèse qu'on est encore en train de creuser, mais on n'a pas pu la mettre en évidence parce que ça nécessite des moyens assez complexes, mais on pense que les strates les plus hautes peuvent jouer notamment sur des organismes épiphiles qui vont être impliqués dans certaines étapes dans la régulation de certaines étapes du cycle épidémique de la maladie. Alors, pour d'autres ravageurs, donc par exemple pour le charançon du bananier, on a réussi à reconstruire la causalité des effets des différentes composantes végétales des systèmes sur les différentes communautés. Donc, par exemple, en quoi la richesse de certains groupes pouvait favoriser certains groupes trophiques qui eux-mêmes pouvaient être impliqués dans la régulation de ce ravageur. Alors, on voit bien qu'on a des relations qui sont très complexes. Alors, tout d'abord, ne serait-ce que pour un bioagresseur, on voit qu'il y a de multiples effets qui sont positifs dans certains cas, négatifs dans d'autres. Et si on cumule tous ces effets, pour l'ensemble des bioagresseurs, on arrive vite à quelque chose de très complexe. Alors, le service de production, de rendement, il va dépendre des dégâts, il va dépendre, on l'a vu au début, de la ressource lumineuse. Sachant que dégâts et ressources lumineuses sont aussi liés. Ça va être fortement corrélé également aux aspects nutritionnels du système, en interaction avec toutes les plantes adventices. Bien sûr, les dégâts vont dépendre des bioagresseurs, qui eux-mêmes dépendent des communautés régulatrices, et plus ou moins directement des choix des espèces associées en termes de choix des espèces, de la taille, de la gestion de ces plantes qu'on va pouvoir faire et de leur organisation spatiale. Enfin, ces espèces associées vont pouvoir jouer plus ou moins directement sur les autres facteurs. Donc on voit qu'on a un ensemble de mécanismes qui sont intrinsèquement liés, et notamment il y a tous les mécanismes de partage des ressources et de régulation des bioagresseurs. Et ce qu'on s'est bien rendu compte dans tous ces systèmes, et ça je pense que c'est une règle qui doit s'appliquer de manière probablement assez générale dans pas mal de systèmes agroforestiers et d'agroécosystèmes au sens large, c'est que pour comprendre un type de régulation, que ce soit les bioagresseurs, on ne peut pas le faire en faisant abstraction du fonctionnement trophique, c'est-à-dire en termes de partage des ressources lumineuses, nutriments, eau, dans le système. Alors pour faire la balance entre tous ces effets, pour essayer de rechercher des configurations dans lesquelles on va maximiser ces régulations, et pour tenter soit d'améliorer des systèmes existants, soit pour en construire des nouveaux. Alors, dans notre équipe, on a commencé à développer un certain nombre d'outils, qui sont des outils qui justement, vont associer pas seulement
une des composantes des mécanismes de régulation, donc soit les ressources, soit les bioagresseurs, mais vraiment mettre ensemble ces différents types d'interactions qui sont essentielles pour vraiment comprendre le bénéfice qu'on peut vraiment attendre de la biodiversité sur le fonctionnement du système. Alors, pour un peu conclure en termes de perspective, en termes d'amélioration possible des systèmes et d'être assez concret, pour les systèmes qui sont existants, notamment dans la zone qu'on a étudiée au Costa Rica, donc dans tous les cas, le service de biodiversité il est essentiel à bien des égards et il n'est pas question d'arriver à proposer des systèmes qui soient vraiment pauvres en espèces. Par contre, ce que nos études ont montré, c'est que les régulations, notamment les régulations des bioagresseurs, elles seraient sans doute beaucoup plus efficaces si elles étaient associées de certaines pratiques culturales. Des pratiques culturales qui peuvent être assez simples. Ça peut être par exemple de l'effeuillage des feuilles qui sont nécrosées, ce qui va diminuer l'inoculum. Et que la plupart du temps, et ça on le voit de manière assez générale, les effets de la biodiversité, ils sont rarement suffisants tout seuls, mais lorsqu'ils sont intégrés dans un système technique qui en tire parti et qui les complète sur d'autres aspects, on peut arriver à des systèmes qui sont hyper performants. Par ailleurs, et là c'est assez intéressant parce que ça rejoint un petit peu tout petit peu la présentation précédente, où on voyait bien que la spécialisation de certaines zones du système, c'est aussi un moyen de mieux la gérer. Et une des choses qui ressort de nos travaux, c'est que la spécialisation de petites zones au sein de ces parcelles très, très hétérogènes, très diverses, c'est sans doute un moyen à la fois de mieux maîtriser certains paramètres, tout en maintenant une diversité très élevée et les services qui sont associés, mais également pour l'agriculteur, un moyen de mieux réaliser certaines pratiques culturelles qui vont bien compléter les régulations naturelles. Enfin, cet ensemble de régulations dans des systèmes agroforestiers complexes, elle peut se décliner dans d'autres types de systèmes. Par exemple, on commence à savoir de mieux en mieux, en tout cas dans le cas des bananiers, des cacaoyers, savoir quels sont des motifs d'association qui semblent fonctionner assez bien. Et ensuite, ces motifs, ils peuvent être déclinés, répétés de manière différente, soit dans des petites exploitations, ou alors dans des exploitations très grandes. Par exemple, au Brésil, il y a des exploitations de centaines d'hectares qui déclinent des motifs associant arbres, bananiers, arbres fruitiers et une couverture végétale qui sert d'engrais vert. Donc ce motif-là, il peut être à la fois valorisé dans des petites échelles, des petits agriculteurs, ou répété sur des beaucoup plus grandes échelles, sur des très grandes exploitations. Voilà, donc j'espère que ces quelques exemples vont participer un peu à stimuler peut-être quelques pistes de développement de systèmes en zone tempérée. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.